Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est le 63e numéro de l'ES Made in France. Ici Frédéric, votre présentateur, entouré, tout comme la semaine dernière, ce soir d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et sans plus tarder, on va commencer à traiter la longue liste, pardon, ça commence très bien, la longue liste d'informations qui nous sont tombées cette semaine. Et tout d'abord, l'Irlande qui a choisi sa chanson pour Turin vendredi soir. 6 chansons étaient en compétition, on en avait déjà parlé précédemment. Donc la compétition s'est déroulée dans le cadre du programme hebdomadaire de la RTE, le Late Late Show. On avait sur place un jury composé de Caroline Corr, Lucia Evans, Paul Harrington et Blatned Tracy. Et donc, à l'issue de leurs résultats du jury international et du télévote, c'est donc Brooke que l'Irlande décide d'envoyer à Turin avec That's Rich. Mile Graham est arrivé deuxième avec Yeah, We're Gonna Get Out of It. Deuxième ex-aequo, voire troisième, Jeanette Grogan, Ashes of Yesterday. Patrick O'Sullivan, quatrième, Rachel Good, cinquième, et Brendan Murray est arrivé dernier de cette finale nationale. Que pense-t-on de ce choix, Adil ? Alors, tout d'abord, il faut me mettre les idées dans le contexte. J'avais dit que la RTE se comportait un peu comme France 3, c'est-à-dire depuis bien longtemps, je crois. C'est-à-dire, on va appeler la net de 2014, mais bon, on va arrêter un peu de faire des comparaisons, parce que le Late Late Show est dans une ambiance discale où je dis non. Et puis, vu le niveau line-up, j'avais pas trop envie de regarder. Puis, quand t'avais le Sanremo, et fait un peu périne du forum, et faire planète. Mais là, c'est pas le sujet. J'ai vu les enfants qui étaient dégoûtés de l'ambiance de la chaîne. Mais en vrai, avec le recul, That's Rich fait son job correctement. Et j'attends de voir si elle va faire un bon revamp de sa chanson et améliorer sa mise en scène pour réatteindre la finale. Mais en attendant, je donne un 6 sur 10 d'encouragement. Arthur, qu'en penses-tu de ce choix de l'Irlande ? Le show en lui-même, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Après, c'est l'ambiance un peu talk show qui fait ça, où il y a le présentateur qui interagit souvent avec le public. Donc il y avait une bonne ambiance, c'était assez bon enfant. Au-delà de ça, j'étais pas trop fan de la sélection en elle-même. Je trouvais que les musiques étaient pas ouf. Et je pense que l'Irlande a fait le meilleur choix au niveau compétitif avec That's Rich. Après, il y a eu une petite polémique qui est passée assez inaperçue, c'est le fait que Bruce Kulion avait interprété That's Rich il y a un an déjà. Du coup, on ne sait pas si l'UR lui en tiendra rigueur et qu'elle changera de chanson. Mais jusque-là, ça peut aller. Je trouve que c'est franchement une chanson assez amusante. J'ai peur que ça passe un peu inaperçu pour l'Irlande. Gwen ? J'ai quand même eu le temps un petit peu de regarder la sélection nationale vendredi soir. J'ai pas tout regardé non plus, j'avais quand même écouté les chansons juste avant. Je rejoins un peu ce que disait Adil et Arthur, vraiment les chansons n'étaient pas non plus exceptionnelles, mais même je disais qu'elles n'étaient pas transcendantes. Moi je dis à contre Arthur, pour moi ce n'est pas la meilleure qu'ils ont choisie. J'avais plutôt des vues sur Janet Grogan, ou je sais plus qui c'est qu'il y avait aussi. Peut-être Brendan Murray que j'aimais bien aussi. Pour moi, je suis pas sûr encore que l'Irlande soit en finale, et je pense plutôt encore une nouvelle élimination, et probablement, comme dit Adil, est-ce qu'ils se comporteraient pas un peu comme France 3 à une époque, comme ils se sont comportés. C'est vrai que moi je pensais que la RTE allait un peu secouer les puces, et c'est dommage que vraiment on n'ait pas plus que ça de leur part. Alors, je trouve que la comparaison avec France 3 est extrêmement intéressante. Je suis complètement estomaqué, limite, par le travail de la RTE et leur vision de l'Eurovision aujourd'hui. C'est-à-dire que quand les chansons sont sorties, il y a eu un déferlement littéralement de haine
sur les réseaux sociaux contre l'Irlande, contre la RTE et tout ça. Et moi, j'essayais de mettre du lot dans le vin des gens en disant, enfin, c'est pas constructif d'être aussi négatif, aussi haineux et tout ça. Mais quand j'ai vu le programme de vendredi soir, j'ai compris en fait pourquoi les gens et les fans irlandais en premier en ont marre en fait. Parce que cette finale nationale, en 15 ans de finale nationale que je regarde dans mon expérience, j'ai jamais vu un programme aussi déconnecté et limite effrayant. C'est-à-dire qu'en fait, on a une finale nationale avec un niveau et bon, certaines qualités avec des talents, mais qui ressemblent vachement à ce que faisait France 3, justement, quand on avait eu en 2006, par exemple, Virginie Pouchin, et des jurys qui avaient des choses extrêmement positives à dire sur chacun des candidats. En fait, on n'aura jamais vu, on n'aura jamais vu un jury autant dans la désillusion, comme on dit en anglais, enfin, autant déconnecté de ce qu'on pouvait voir à l'écran. C'est-à-dire, j'avais l'impression de regarder, vous savez, cet épisode de Black Mirror où tout le monde, tout le monde se note constamment et se force à être gentil. C'est la sensation que j'ai eue en regardant l'Irlande toute la soirée, et parfois ça me donnait la chair de poule parce que mais qu'est-ce que tu vas comparer les gens de cette sélection-là à Adele par exemple? Enfin, je suis tombé des nues en fait, j'ai les oreilles qui tombaient par terre, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, comme vous dites, pour le résultat de Das Rich Brook à l'Eurovision, j'y crois tellement pas en fait. Et limite, je pense que l'Irlande a besoin, encore une fois, d'avoir un mauvais résultat espérant se réveiller, parce que là, ils sont arrivés à un point où enfin, on les a perdus, quoi. On les a clairement perdus. C'est vraiment. Je comprends pas, en fait. Je suis complètement ouais, étonné de voir un pays arriver à ce point-là. Avez-vous déjà vu le miracle en Macédoine du Nord? Oui, parce que quand j'ai écouté les 6 musiques, je me suis dit, j'ai envie de mourir. C'était pas compétitif pour un fou. À la limite, je me serais dit, ok, Flying to Berlin ou Dreams, je serais content. Mais bon, quand j'ai vu les résultats, on a évité la catastrophe. Mais bon, en préambule, c'était 50% jury international et 50% public. Parce qu'à ce stade, on avait les chefs de délégation Malte, Israël, Géorgie, Islande et Arménie. Et leur top 3 était Victor Apostolowski avec Superman, deuxième, Lara Ivanova et Flower of Sorrow, qui est plus connue des fans pour Zarnas, et leurs 12 points étaient Andrea avec Circles. Sauf que le public voulait Andrea avec Circles en troisième position, Kali avec Love and Light en deuxième position, et là, malheur, Victor avec son Superman qui résume à une égalité de 20 points. Et là, en général, je me suis dit, et si on va faire un second tour, favoriser le vote du public? Non, on va favoriser le vote du jury, et c'était Circus qui a gagné. Après la chanson, bon, ça peut s'écouter sinon, mais bon, en l'état, c'est une Q directe, mais on vient d'apprendre à l'instant qu'il y aura un gros revamp. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, la soirée était co-animée par Yana Bujetska qui avait représenté son pays en 2017 avec Dance Alone. Oui, dédicace à Zéro au passage. Mais bon, j'espère que le revamp sera de grande qualité. Mais bon, je veux dire que n'importe lequel de ces musiques, j'aurais largement préféré les musiques de Vasile que ces 6-là. Arthur. J'ai jamais vu une finale nationale aussi nulle dans le sens de la production de celle-ci. C'est-à-dire que on voit que ça a été fait vraiment avec 3 bouts de ficelle, cette finale nationale, parce que ils nous avaient promis un truc un peu comme le SCZ, sauf qu'en fait ils ont fait comme le SCZ effectivement, avec un vote en ligne et tout des jurys, et voilà, où ils ont fait un système de vote assez vraiment très égalitaire.
Euh, D'ailleurs, j'ai un problème avec ce système de vote, on en reviendra plus tard dans l'épisode. Ils ont, comment dire, à la place de l'ESCZ où ils ont la bonne idée de faire une vidéo qui annonce les résultats et tout, eux non, ils ont fait un show télé où ils ont même pas fait chanter les candidats et où les seules personnes qui ont chanté, entre guillemets bien sûr, c'est les Dati et Musica qui étaient venus pour faire un playback de leur performance de l'Eurovision de Junior, c'est-à-dire qu'ils ont mis la vidéo de l'Eurovision Junior 2021 entrecoupée de moments où eux ils étaient en train de bouger sur la scène, enfin sur la scène si on peut appeler ça une scène, de la sélection, tout en chantant en playback avec vraiment personnes qui s'ambiançaient autour. C'était vraiment la mort cette sélection. Ils ont fait ils ont fait une interview de chaque participant. Vraiment c'était vide, et c'était très vide. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Oui, il y a eu aussi Tamara Todelka qui est venue faire une apparition, qui, elle, a eu la bonne idée de partir du plateau au moment où ils ont lancé la musique. Du coup, elle n'a pas eu à faire de playback. Mais c'était l'enfer, cette sélection. Vraiment, il n'y a rien qui allait. Et voilà, leur système de vote était assez space aussi. Voilà, le fait qu'ils aient... ils ont fait première place, deuxième place, troisième place et tout, et du coup ils ont additionné celui qui avait le moins de points, il pouvait gagner. La gagnante, c'était peut-être... ouais, enfin, je suis pas fan de la musicalité qui fait assez... l'instrumental qui fait assez R&B des années 2000. Mais franchement, ouais, je suis pas convaincu. Je me dis qu'on a évité le pire, que Superman ne soit pas passé. Mais c'est... il va falloir qu'il s'améliore pour l'an prochain parce que Zav Song, c'était un peu. Ça vend pas du rêve. Vraiment, bah, tu te plaignais de l'Irlande, mais là, franchement, vraiment, il n'y a rien. Quoi. C'est super vide. Circles, à part ça, c'est sympa. Quoi. C'est basique, mais c'est sympa. Gwen? J'ai pas vraiment regardé la sélection vendredi soir, j'ai regardé un petit peu à distance les résultats. Personnellement, c'était pas ma chanson favorite, Circles. Mais je me dis que la Macédoine du Nord aurait pu envoyer pire. Oui. Après, on va attendre le revamp pour voir ce que cela donne, mais sinon, pour l'instant, la Macédoine du Nord, je les vois pas vraiment pour l'instant en finale. J'ai oublié de dire, en plus d'avoir commencé 1 heure en retard, la sélection, elle a comment dire, oui, parce qu'elle a été annoncée à 20h30, 20h15 et ça a commencé à 21h15 à la place. Et ça a duré 1 heure, mais vraiment 1 heure où il s'est rien passé. C'était vraiment c'était désertique comme sélection, c'était incroyable. On va passer à l'Israël du coup, qui a sélectionné sa chanson ce week-end aussi. Enfin, tout au long de la semaine, parce qu'il y a eu deux parties de la sélection. Gwen, je te laisse nous donner les détails. Oui, bien sûr. Donc, faut savoir que la chanson a été choisie via le programme X Factor en Israël. Faut savoir que cette semaine, il y a eu la sélection de la chanson pour chaque chanteur. Oui. Donc, faut savoir que Michael Ben David a eu sa chanson qui a été choisie, qui se nommait donc I Am. Je sais pas si on dit I Am ou I Am, oui. Le chanteur Eli Uli a eu sa chanson qui fut nommée Blinding Dreamers. La chanteuse Inbal Bibi a eu sa chanson choisie et ce fut Marionnette. Et la chanteuse Sapir Saban a eu sa chanson choisie et c'était Breaking My Own Walls. Alors, savoir que lors de la finale de hier soir, il y a eu 2 tours. Sur le premier tour, donc, la chanteuse Sapir Saban a été éliminée. Et donc, sur le second tour, c'est Inbal Bibi, Michael Ben David et Ili Uli qui sont retrouvés à tous les 3. Alors, faut savoir que que ce soit le jury aussi, le comité professionnel ont choisi Eli Uli, mais le vote du public a été vers Michael Ben David. À l'addition donc des résultats, c'est Michael Ben David qui devance Eli Uli pour seulement un petit point. Alors, si je dois désigner IM, je pense qu'on est un peu dans la même lignée que les contributions de... Comment ça s'appelle déjà Faker Libby et Sadmi Free, je sais plus comment ça s'appelle déjà la chanteuse. Eden Allen. Eden Allen, oui, voilà, c'est ça. Voilà, Et je trouve qu'on est dans le même groupe. Je pense que Israël peut se qualifier pour la finale. Vu qu'ils sont dans la demi-finale peut-être la plus ouverte, je pense que ce n'est pas impossible pour eux.
Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, c'est une chanson que j'aime bien de mon côté. Adil? Les deux soucis sont le petit manque d'originalité et que c'était le passage oriental qui est une grosse masterclass. En même temps, c'est tout est fait pour me cueillir. Bon, après, dans la production, ça fait un peu trop basique de Bilal. Dans les sonorités, il y a un peu dans l'ambiance qui dégage et dans les paroles. Hein. Et avec le recul, ça c'est casse-gueule. Hein. Mais bon, je vais pas mentir que j'ai mis à ce titre qui était mon favori de cette sélection, la chance. Et j'espère un petit reverb pour apporter quelque chose en plus, comme un peu des paroles en hébreu, quoi. Voilà. Parce qu'un peu diversité linguistique, ça fait mal à personne. Et surtout, cela commence bien parce que le niveau est pour l'instant assez bon. Enfin, à défaut des fans qui sont assez vénères. Hein. Arthur? Et vous? Alors, IAM. C'est très mauvais, IAM. Je suis désolé de dire ça. Je dis rarement ça d'une chanson à l'Eurovision. Mhm. Et pour le coup, là, faut dire ce qu'il y a, quoi. Comme l'a dit Adil, c'est pas original. Les paroles sont. Soit ne veulent rien dire, je sais pas qu'elles veulent rien dire, soit c'est d'un narcissisme incroyable. Mhm. Et l'instrumental est. Mais quand je disais que Circle me faisait penser à un R&B des années 2000, là c'est pire. Là c'est une techno des années 2000. C'est-à-dire que en techno, le son il évolue très vite. Et là, franchement, les drops étaient. Voilà, quoi, c'est pas super. La seule qualité que je donne à cette chanson, c'est la voix du mec qui est franchement Mhm. assez balèze. Ouais. Mais à part ça, vraiment, c'est une chanson qui est formatée comme jamais. Mhm. Je trouve que. Je trouvais déjà que Set Me Free était assez formaté. Et là, pour le coup, IAM, c'est pire. Quoi. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais cette chanson, elle est pas bien. Quoi. Je dis comment je le ressens. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un massacre. Je vais pas m'étaler pour pas être trop méchant, mais c'est un des pires trucs que je vois aller à l'Eurovision depuis des années. Sur une note un peu plus positive maintenant, on va passer à l'Italie, qui, eux, contrairement à d'autres, nous offrent de la qualité. Et donc, les résultats du festival de... C'est méchant, ça. Les résultats du festival de Sanremo 2022 qui sont tombés hier soir à l'issue d'une soirée de 5 heures a vu la victoire de cette 72e et merveilleuse édition de Mahmoud et Blanco avec Brividi. Alors, c'est pas une si grande surprise que ça, parce que finalement, depuis quasiment le début que tout le monde a découvert la chanson, les gens se sont dit, à majorité, ce sera eux, quoi. Et donc, la très bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue du festival, ils ont confirmé dans la conférence de presse qu'ils acceptaient de représenter l'Italie à l'Eurovision à Turin. Donc, c'est la fin d'une semaine pleine d'événements et enfin, de rebondissements un peu moins, mais on est habitué finalement avec l'Italie voilà, à ça, parce qu'il faut le dire, et ça, bon, c'est rien que personne n'apprend. Le festival de Sanremo, c'est vraiment le programme le plus important, on va dire, le plus fédérateur, le plus rassembleur de toute la télévision italienne. Et donc ça n'a pas manqué cette année. Une édition qui a explosé tous les records d'audience, puisque la RAI n'avait pas vu des audiences pareilles depuis plus de 15 ans pour le festival de Sanremo. Et des chansons voilà, d'une qualité. Enfin, moi personnellement, qui suis Sanremo la semaine entière depuis maintenant 6 ans, je crois que c'est le meilleur festival que j'aurais suivi de Sanremo cette année. Voilà le plus gros de ce qu'on peut dire, du coup, de ce que je pourrais dire moi, de mon ressenti, de mon vécu du festival cette semaine. J'ai passé une excellente semaine à le suivre. Et je regrette absolument pas. Tout était parfait en fait dans leur programme. Adil. Bon, alors déjà toute chose, merci Lara d'avoir fait ce show. Bon, après niveau musique, j'étais pas ultra convaincu, mais je trouvais que le niveau était bon. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un peu le ratio balade, chanson up tempo, parce que sinon,
je veux dormir. Mais bon, à part ça, vu qu'on a la confédération qui représente l'Italie, j'ai juste envie de dire Welcome back, Mahmoud. Bonne prod, jolie voix, et si je me fais au studio, il y a un peu trop d'autotune à mon goût. Mais bon, me fais pas souci pour le live, et j'ai l'impression que le pilote ne fera pas de bottom 5 par rapport aux autres années, 7 sur 10. Et ils gagneront pas, c'est sûr. Arthur. Alors, j'ai pas suivi donc le San Remo, mais j'ai juste écouté les chansons. Et effectivement, il y avait un très bon niveau. J'ai beaucoup aimé les vibrazioni. Là, je sais que c'est un avis un peu impopulaire, mais j'ai beaucoup aimé la chanson de Giovanni Truppi. Tuo padre, mia madre, Lucia. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, Giovanni Truppi. J'ai beaucoup aimé sa chanson. Je trouvais que quand il parlait, ça faisait une sorte de slam et tout assez sympathique. Ouais. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la chanson de Matteo Romano, Virale, qui était vraiment sympa aussi. Je faisais la blague sur Twitter sur Giovanni. Je me demandais ce que le chanteur de The Hoop faisait en Italie à San Remo. Et ouais, tu disais Matteo Romano, ouais, c'était très joli. Pour un gars de 19 ans qui commence à peine dans la chanson. Il faut dire que c'est une star de TikTok en Italie. Hein, donc, c'est... Ah oui, j'avais bien aimé aussi la chanson de Ercomi. Oui. Une soupe rable. Peut-être un peu moins le live, mais j'avais beaucoup aimé le clip en tout cas. Mais ouais, du coup, c'était une très bonne compétition, niveau musicalement. Et la chanson de Mahmoud et Blanco. Alors, j'ai toujours pas vu les paroles, faut que je pense à regarder de quoi parle la chanson. En tout cas, elle est très, très agréable à écouter. Et la performance est très touchante. Je crois que le gros du truc, c'est une histoire d'amour un peu conflictuelle entre deux hommes, en gros. Le clip est très joli. Ils ont tourné en Hollande et il y a des images magnifiques. Gwen ? Je vais juste un petit mot rapide parce que j'ai pas raté le San Remo cette semaine. C'est juste peut-être par rapport à la chanson Brividi donc de Mahmoud et de Bianco, c'est ça ou Blanco? Blanco. Ouais. D'accord. J'étais pas trop fan de Soldi et je suis peut-être plus fan de celle-ci. Je dirais peut-être elle emprunte une chanson d'un pays hôte qui ne va pas faire non plus un classement dégueulasse. Je pense que l'Italie vraiment va s'en sortir avec les honneurs. Oui. De là à l'échelle de la victoire, je pense pas, mais je pense que vraiment l'Italie a fait un très très bon choix et je pense que même ils ont les portes ouvertes pour le top 10 sans problème. Oui, c'est le consensus général sur Twitter que les gens se disent que ce sera au moins top 10. Il y a la Norvège avec la 4e demi-finale du Melody Grand Prix. Et autant dire, c'était encore une fois intéressant à voir. Hein. Et oui, parce que les 4 artistes s'affrontaient dans 2 duels. Le duel 1 opposait Fly de Mariamon avec Oz dans la lista de Alexandra Yoner. Et c'était Fly qui a gagné. Dans l'autre, c'était Made of Glass de Sophie Vlang. Bon, mon original est éclaté, mais ça on s'en fout. Qui a été écrit par J.T. Morland, qui a fait A Monster Like Me, qui a fait Attention, enfin un peu les influences. Contre la Melodia de Kim Wigard. Et qui a gagné, c'était Made of Glass. Et de finale, c'était Sophie. Et on a vu, parce que le Covid les a empêchés de performer la semaine dernière, c'était The Book avec Give That Wolf a Banana. Autant dire tout de suite, j'adore. Bon, après, avec le cul, c'est peut-être moins une dinguerie, mais c'est vrai que ça va être du très bon. Et ce sont les gros favoris sur les bookmakers pour gagner le MVP. Et attention, parce que lundi, on aura la première demi-finale pour ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et samedi prochain, on sera le repêché. Et on peut vous dire tout de suite, allez Trollfest. Parce qu'il faut aussi un peu de fun pour Dance Like a Pink Flamingo. On passe de la Norvège. Oui. Si je peux rajouter un truc sur Subwoolfer, ouais. Je pense que ils ont déjà gagné en fait. Genre, je pense que c'est vraiment le meilleur acte qui ait eu au NMGP pour l'instant. Ouais. Je dis pour l'instant parce qu'on a toujours payé Queen Bees qui arrivera du coup la semaine prochaine.
Ah bon? Mais vraiment, genre, Give Us Wolf et Banana, c'est un banger. Tous les Français sur passage. Et je pense qu'ils feront un très bon score à Turin parce que je les vois déjà gagnants du LMGP. Après, par rapport aux bookmakers, il faut se méfier parce qu'on rappelle que l'année dernière, Monument était crédité à 52% de chance. Ouais. Enfin, selon les pourcentages calculés, enfin, il ne faut jamais croire les pourcentages, mais en tout cas, c'était quand même un gros score quoi, pour Monument. Et finalement, ils ont perdu. Donc, il faut se méfier quand même du côté bookmakers pour le NMGP. Et d'ailleurs, encore une fois, pour les bookmakers du NMGP, ils ont eu faux sur tous les quarts de finale. Enfin, toutes les demi-finales, ils ont eu tout faux. Genre, à chaque fois, ils n'ont jamais prédit le gagnant de toutes les demi-finales. Donc, peut-être que être prédit comme gagnant, ça portait malheur, mais voilà. Donc, faut se méfier avec les bookmakers. Mais en tout cas, je pense que ce Bolfer, on peut déjà leur donner le trophée parce que vraiment, il défonce tout sur scène. Vocalement, c'est super. Donc, laissez-les gagner, quoi. En fait, j'ai envie de dire, quant à ce duo, je m'attendrais quand même à avoir qu'ils ont peut-être un petit buzz d'internet parce que c'est typiquement ce qui pourrait marcher ici, hein. Un peu comme Daddy. On passe de la Norvège à la Lituanie avec la deuxième demi-finale du Pabondon Misnaujo qui a eu lieu hier soir. Gwen, je te laisse nous donner les détails. Bien sûr. Alors, quatre chanteurs se sont qualifiés pour la finale de samedi prochain déjà. Je vais commencer par la 4e place avec 13 points. La chanteuse Ieva Zazitmoskaitė qui avait déjà représenté la Lituanie en 2018 avec When We Hold. Et sa chanson Halbevir. Elle a fini 3e du jury, mais le public n'en a pas tant voulu que ça, parce qu'elle a fini à la 6e place. Ouais, le télévote est très faible. Ensuite, à la 3e place, c'est la chanteuse Ruta Loop et sa chanson Call Me From The Cold. Elle a fini aussi à la 3e place du jury à égalité avec Ieva. Le public lui a donné un petit peu plus de voix, où elle a fini à la 4e place, ce qui lui a donné 15 points en tout. À la 2e place, avec 18 points, c'est la chanteuse Auguste Vedrikaitė et sa chanson Before You 6 Feet Under. Elle a fini à la 2e place du jury et à la 3e place du public. Et à la 1re place, je dirais à l'unanimité générale du jury et du public, ce qui a fait 24 points en tout, c'est la chanteuse Monica Liu et sa chanson Sentimental. Personnellement, quand je vois les votes du public et quand je vois les votes du jury, si ce n'est pas elle qui va représenter la Lituanie à Turin, je me dis qu'il se sera passé quelque chose en finale qu'on n'aurait pas expliqué, qu'on n'aurait pas dit. Oui. Oui, là, c'est vachement... Surtout qu'elle a eu 4000 voix, presque 4000 voix. Je vois pas les Lituaniens élire quelqu'un d'autre. Ouais, là, je crois qu'on est coincé avec elle. Hein. Moi, personnellement, c'est vrai qu'au début, c'était pas non plus mon choix premier. Mais je me dis, il y a peut-être une authenticité dans cette chanson, peut-être qui font qu'elle est bien appréciée en Lituanie et qui fait que peut-être sera peut-être une surprise pour l'Eurovision aussi, on ne sait pas. Oui, il y a toujours, voilà, ça peut être, il y a une mise à jour, une upgrade qui peut être opérée, qui fait que même au niveau du staging et tout, ça améliorera, disons, les chances de la chanson. Après, dans tous les cas, si la Lituanie décide qu'elle veut vraiment l'envoyer elle, c'est le plus important au final. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas dans le cadre de l'Eurosong en Irlande ou de X Factor en Israël. Là pour le coup, on avait plus de 30 chansons en compétition. Des styles très, très variés, très différents. Et du coup, on peut dire que de cette façon, quand on met les choses en perspective, le vote finalement sur un de ces artistes-là paraît d'autant plus, on va dire, légitime qu'une sélection qui aurait été composée à l'arrache, quoi. Très bien, donc quelqu'un voulait dire... Arthur, oui, pardon. Ouais, donc, moi j'ai pas trop suivi la demi-finale d'hier soir, mais je voulais juste parler du coup de la line-up qu'on va avoir en finale, oui. qui est assez exceptionnelle. Oui. Parce que dedans on a par exemple Auguste avec Before Your Six Feet Under, qui est à mon avis vraiment la meilleure, qui est meilleure en finale pour
pour samedi soir. Mhm. On a Gay Brazil, To Your Arms, qui est incroyable aussi. Ouais. On a Yeva Ibizer, donc un retour. Bon, moi, je suis pas trop fan de sa chanson, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui kiffent Ibizer. Ouais. Il y a How to Get My Life Back, qui a un refrain qui envoie sec. Mhm. T'as Lolita Zero qui est Lolita Zero, quoi. Il y a Monica Liu, du coup, qui est super populaire en Lituanie, qui sort un peu de nulle part. Il y a Queen of Roses, Washing Machine, qui a vraiment un univers bien à soi. J'adore. Et il y a Route à Loop, où il y a beaucoup de gens qui adorent Route à Loop. Donc je pense vraiment qu'on va avoir vraiment une finale assez dingue côté Lituanie. Mhm. Et si je peux faire une prédiction, ça sera soit Monica Liu, soit Lolita Zero, Mhm. soit Auguste. Ouais. Je ne crois pas au Lolita Zero. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'en vrai, elle peut créer la surprise. Je pose ça là, je vous en fais Moi, ce qui me gêne avec Lolita Zero, c'est le vote du jury. Je pense qu'elle n'aura pas le vote du jury dans sa poche. Ouais. Le jury n'a pas l'air de... Mais je pense que dans tous les cas, elle peut avoir le vote du public. On va monter un peu plus au nord maintenant et s'arrêter à Stockholm. Et plus exactement au Globen, où a eu lieu... l'Avicii Arena, maintenant ça s'appelle. Où a eu lieu hier soir la première... première demi-finale, ou on va dire le premier tour du Melody Festivalen 2022, présenté par Oscar Zia. Alors, j'ai regardé le programme dans son entièreté hier soir, et je dois dire que même si on ne savait pas que Krister était parti pour les États-Unis, on aurait pu le suspecter. C'est-à-dire que niveau production, SVT a rencontré un certain nombre de petits problèmes. De toute façon, on s'y attendait d'une certaine façon parce que jusqu'au dernier moment, par exemple, on ne savait pas où auraient lieu les autres programmes des semaines suivantes. Donc il y a eu quelques petits couacs à droite, à gauche qui se sont fait ressentir dans le premier live hier soir, puisque là, du coup, c'est l'application qui a craché de toute la soirée et qui du coup a complètement changé le format du programme, puisque comme on vous l'avait annoncé précédemment, les groupes d'âge devaient représenter d'une certaine façon chacun un jury dont les résultats auraient été montrés en direct dans le programme. Mais rien de tout ça n'a eu lieu du coup hier, et c'est seulement les votes par téléphone, donc les télévotes, qui ont été comptés. Et c'est ainsi qu'on a vu la qualification hier soir, donc au premier tour directement, de Cornelia. Et ensuite, en fin de programme, l'annonce du deuxième qualifié directement pour la finale, Robin Bengtsson avec Innocent Love. Les deux chansons qui passent en Second Chance Andra Chansen, donc deuxième chance, c'est Theos Somduville et Danne Strohed à la Balou. Et donc ça a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, puisque Omar Rudberg n'a pas réussi à se qualifier ni pour la finale ni pour la deuxième chance. Avec Moving Like That, il serait arrivé 5e, Shirley Clamp est arrivé 6e et Malou Pritz dernière de cette première demi-finale. Je vous laisse prendre la parole, Adil. Bon, après, j'ai jamais été fan du MFS, mais j'ai un peu écouté un petit top de refans pour me faire mon avis. J'ai retenu Robin, Théos et Dan. Théos et Dan ont été en seconde chance et Robin qualifié. Elle est pas belle la vie chez moi? Arthur. Niveau pas fou, du point de vue de quelqu'un qui aime de moins en moins la pop et les chansons d'amour. J'ai quand même bien aimé Bananas. Oui. Je pourrais proposer quelque chose de différent. Oui. Enfin, différent, c'est un bien gros mot quand on parle de Melfest. Il y avait Hold Me Closer qui était plutôt sympa, je trouvais, dans sa manière de comment dire, dans la façon dont la chanteuse posait sa voix. C'est-à-dire qu'elle n'hésitait pas à vraiment envoyer quand les paroles le demandaient. Et puis après, les autres chansons, j'étais pas trop fan, quoi. J'ai bien aimé La Bonne Humeur de Dan.
Ouais. Shirley, c'était bon, une balade simple, Mhm. mais assez oubliable en somme. Oui. Et pour le reste, Théo, Zomar et Robin, je trouvais que c'était assez oubliable et pas très original dans un Melfest. Mhm. C'est une chanson typique du Melfest, pour moi, les 3 dernières chansons. Donc, voilà. Gwen? Après, bon, les Oui. résultats, ça me fait ni chaud ni froid. D'accord. Gwen? Personnellement, j'ai regardé cette première demi-finale. Justement, je crois que je vais regarder toutes les demi-finales du Melody Festival cette année. Ouais. C'était une assez bonne soirée, je trouvais. Oui. Il y a juste une chose qui m'a surpris au début, c'est que le public n'avait pas de masque. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être je sais pas, une petite spécificité suédoise, mais après, je me suis dit, il y avait peut-être pas trop de public, donc à mon avis, ils ont peut-être dû accepter ça. Je crois que c'est 500 là en ce moment, ils sont à 500 Ouais. personnes. Après, au niveau chanson, il y a juste, on va dire, un résultat qui me plaît pas. Oui. Après, le reste me va très bien. C'est juste la qualification de Robin Bengtsson en finale. Ouais. À la limite, j'aurais échangé avec Omar Ruddak, même si Omar Ruddak c'était un petit peu faux vocalement. Ouais. Je pense que la chanson tenait la route et il aurait pu même prétendre même déjà avoir le second chance au pire. Sinon, les autres, je suis pas étonné. Je suis très heureux pour Cornelia Jacobs qui mérite sa première place. C'est vraiment sa qualification même au premier tour. Mhm. Concernant Daniel Strahed, je me doutais énormément qu'il allait se qualifier pour le second chance. Ça faisait un peu dans le même mood que Rema Ramadingdong l'année dernière. Ouais. Très content pour Théos aussi, 16 ans quand même. Il avait sorti vraiment une très bonne chanson, un très bon live aussi. Sinon, Charlie Clamp, bon, c'est une balade un peu classique. Je suis pas étonné de son élimination. Ça m'a vraiment pas ému tant plus que ça. Ouais. Et puis Malou Pritz, je suis pas étonné de sa non-qualification. J'étais pas fan de sa chanson. Et je trouvais que ça faisait un peu trop Eurovision Junior. Je l'aurais pas vu pour le senior cette chanson. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a juste une chose que je comprends pas Mhm. par rapport au vote. Donc, tu as dit que les votes de l'application avaient bugué. Oui. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils diffusent pas le classement en entier s'ils avaient déjà prévu de le faire avec les votes par l'application. J'avoue. Très bonne remarque en fait. On passe maintenant à l'Estonie. Dont la deuxième demi-finale de l'Estilol a eu lieu hier soir. Arthur, je te laisse nous donner les détails. Et la première demi-finale a eu lieu jeudi. Oui, pardon, oui. Deux demi-finales Ouais, c'est vrai, j'ai bug. en une seule Semaine. semaine. Et je crois une première pour l'Estilol, il me semble. Non, ça fait 2-3 ans déjà qu'ils ont leur finale. finale. Pardon, désolé, je te coupe. Oui, de quoi tu veux dire? Je disais, je crois que ça fait 2-3 ans déjà maintenant qu'ils ont les demi-finales le jeudi et le samedi. Ah, mais je m'en souviens pas, tiens. Moi, je m'en souvenais pas. Du coup, la première demi-finale était avec. Comment dire donc, c'est vu. Comment dire, faite avec des. Enfin, il y avait deux chanteuses qui étaient absentes. C'était Elisa et Hélène. Parce que je crois. Non, c'est pas Elisa et Hélène, qu'est-ce que je dis de bêtises? Non, c'est Merlin Malk, je crois, non? Oui, voilà, Merlin Malk. C'était Elisa et Merlin Malk. Merlin Malk a été éliminé, mais ça n'a pas empêché Elisa de se qualifier avec sa chanson Fire. D'ailleurs, s'est qualifié aussi Andrei Zevakin et Greta Paya avec Miss Nuda Sab, Stig Rasta avec Interstellar et Hot Lepland avec How Valgus. Et Elina Necheva a été récupérée par le télévote en deuxième round de voting. De vote, pardon. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais de long à fond. Et dans la deuxième demi-finale, alors là, il y avait qu'un seul absent, c'était Minimal Wind et Elizabeth, featuring Elizabeth Tiffany avec What to Make of This. Donc ils étaient absents, mais comme Elisa, ça ne les a pas empêchés de se qualifier parce qu'ils se sont qualifiés dans le deuxième round, eux aussi. Et dans le premier round, du coup, c'était Stéphane avec Hope, Black Velvet avec Sandra, Jacob Twisk avec Huevide et Anna Saléné avec Champion. Autant vous dire que pour la finale, on a du lourd quand même. C'est comme le Pamondum d'ailleurs, hein, vraiment une très bonne finale qui s'annonce. Les fans aimeraient bien que ce soit Stéphane qui l'emporte en grande majorité. Et quant aux bookmakers, pour eux, ce serait la victoire de Stéphane aussi.
Gwen. J'ai pas trop suivi vraiment les demi-finales. C'est juste pour donner un petit peu mon avis sur les résultats. Je dirais que mes favoris, Tigriata et Elisa, sont toujours présents. Ça me rassure un peu. Parce que quand je vois mon top 10, j'ai pas mal de mes favoris qui ont été éliminés. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Je pense pas qu'Elina Nechaeva représentera un nouveau Tony et je pense que ça va peut-être un peu border pour elle. Voilà, sinon, après, moi, j'étais pas fan de la chanson d'Anna Salen, pas fan non plus de la chanson d'Audley Bland, même s'ils se sont qualifiés. Bon, après, j'avais quand même écouté Stéphane qui est favori. C'est pas vraiment non plus ma tasse de thé, mais bon, à voir le live, voir ce que ça donne. Je sais pas trop si je vais rater samedi, mais je verrai bien. Je crois que Stéphane, d'ailleurs, ça fait depuis très longtemps qu'il participe à l'Estilone. Oui. Mais il avait fait en 2018. Ouais, non, mais je crois que bien avant déjà il participait, il me semble. Bah, ça fait 6 ou 7 ans, la première fois, je crois qu'il y était, il me semble. Ouais. Du coup, ce serait génial pour lui de gagner. C'est comme Samantha-Tina, finalement. Oui, sauf que lui, il n'a pas été tous les ans en mode je spam, quoi. C'était en 2012, la première fois. Bah tiens, ça tombe très bien que tu parles de Samantha Tina parce qu'on passe en Lettonie avec la première demi-finale de Supernova qui a eu lieu hier soir. Donc toujours à toi, Arthur. La seule demi-finale, ouais. Il n'y en a qu'une seule en Lettonie, on va tous le mettre d'un coup. Et du coup, donc, il pouvait, donc c'était une demi-finale avec 50% jury et 50% télévote. Et sur les 17 chansons qui participaient, il pouvait en sauver 10. Donc on a eu alors ce qui est assez spécial d'ailleurs en Lettonie, c'est qu'on a eu les résultats du télévote, mais pas les résultats du jury. Du coup, il y a eu une certaine incertitude à la fin parmi les participants, parce que certains savaient qu'ils étaient bien placés dans le télévote et qu'ils pourraient passer sans problème, mais d'autres savaient qu'ils étaient dans le top 10 du télévote, mais ils ne savaient pas si le jury les avait bien placés ou pas. Et du coup, ça a été des surprises pour certains. Mais très bonne modalité, j'ai envie de vous dire. Les qualifiés ont été City Genie avec Eat Your Salad, Linda Rouchenis avec Pay My Home Bills, Elina Gluzunova avec S Fabiu Tour, Rome avec Plants, Matthews Milan avec Rich Itch, Mix Galvanovskis avec I'm Just a Sinner, Aminata avec I'm Letting You Go, Bermidu Disturis avec Bad, Bouillans avec He, She, You and Me, et Inspo avec A Happy Place. Pour vous décrire un peu la soirée, je pense que Supernova, c'est vraiment, alors très honnêtement, c'est à mon avis l'une des meilleures sélections cette année, parce que c'est vraiment, comment dire, on n'a pas ce sentiment quand on les écoute indépendamment sur internet, mais les performances vraiment ont vraiment décuplé le potentiel des chansons, c'est incroyable. Je peux vous faire quelques petits facts qui se sont passés hier soir. He, She, You and Me de Bouillans ils sont arrivés premiers du télévote. C'est une énorme surprise parce d'après les prédictions, ils devaient arriver dernier de base. Beaucoup de fans étaient assez en colère parce que Bouillans, c'est vraiment pour pas mal de fans la pire chanson qu'ils aient entendue en demi-finale, dans une sélection nationale. Et pas finir au bottom 1 une deuxième fois de suite, c'est pas leur problème. Ouais, donc c'était assez space quand même de les voir arriver premiers comme ça avec 16% des voix. Sinon, côté performance, franchement, c'était des bonnes performances. Il y a une très bonne production de la part de la télé lettonne. Je pense notamment à I'm Just a Sinner où le chanteur commence littéralement les mains en feu. Ah ouais. Et c'était beaucoup trop bien. Hit Your Salad, City Genie, ils ont une pêche d'enfer sur scène, c'est incroyable. Ils m'ont fait penser un petit peu à l'Islande en 2014. Je m'en souvian plus leur nom. Paula Punk avec No Prejudice. Voilà, Paula Punk, voilà. Ils ont les mêmes énergies, le même feel good sur scène, et franchement, c'était trop cool à voir, Hit Your Salad. Aminata, qui elle était positive au Covid, et du coup, elle pouvait pas se rendre en Lettonie. Elle a quand même chanté depuis chez elle, et je trouve que c'est un effort assez considérable.
Et aussi la performance de Rich Itch, enfin la chanson Rich Itch, interprétée par Matthew Smilam, qui est la performance. Enfin, comment dire, c'est la première fois que je vois une performance où le chanteur est aussi absent de sa performance. C'est-à-dire que le chanteur apparaît, je crois, 10 secondes lors de sa performance. Le reste du temps, c'est vraiment des danseurs, des acteurs, en fait, limite, qui jouent une sorte de petite histoire sur scène. Et le chanteur n'apparaît quasiment pas. Et c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et puis déception de mon côté pour The Coconuts, In and Out of the Dark. Et je trouve qu'ils nous ont proposé une performance super classe et avec un background assez. Comment dire, un background, enfin un arrière-plan qui était assez lourd de sens. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne soient pas qualifiés de Coconuts. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais le jury n'a pour l'instant pas décidé d'utiliser sa wildcard, qui est leur option de qualifier une chanson si jamais ils veulent la repêcher pour la finale. Mais pour l'instant, elle n'a pas été utilisée. Adil? Bon, la Lettonie et moi, c'est une histoire de désamour depuis 2020. Bon, cette année ne pourra peut-être pas déroger à la règle parce que autant Aniata c'était pas ma cam, mais c'était le résultat plus safe. Autant ici, Dieu ai mis mon cul sur la commode, enfin encore une nouvelle fois bottom 1 chez moi. Mais autant Eture Salade, je sais pas, mais il y a un truc à tenter avec eux. Et puis j'ai un peu pu découvrir ce qu'ils faisaient et ça me paraît pas mal en vrai. Voilà, c'est tout. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que Aminata est arrivée dans le télévote seulement 6ème, il me semble. Seulement 6ème, oui. Seulement 6ème. Alors, est-ce que c'était dû au fait qu'elle n'ait pas été chantée sur place? Peut-être. Mais en tout cas, ça l'a fait un peu chuter quand même dans les bookmakers. À voir, parce que c'est vraiment, je pense, c'est un duel entre Aminata, City Genie et Bermedu des Futuristes, donc I'm Letting You Go, Eat Your Salad et Bad, qui pour le coup Bad porte très bien son nom parce que c'est effectivement mauvais comme chanson. En tout cas, voilà, ça va jouer entre eux, je pense. Ok. Gwen? Il y a peut-être un candidat que Arthur n'aurait pas nommé, qui est, on va dire, premier de mon classement, et vraiment, je l'ai écouté hier au Supernova, c'était la dernière chanson. J'avais pu juste l'écouter à temps, justement, c'est Inspo avec Happy Place. Ouais. Vraiment, si la Lettonie doit prendre un risque d'envoyer une chanson à l'horizon, c'est celle-ci. Elle a une voix, mais vraiment, remarquable, mémorable. J'ai vraiment adoré sa voix. Elle a fini 5ème du télévote. J'espère que vraiment que le jury peut la permettre peut-être d'arriver à la première place et enfin prendre la place du jury et voir pour la place au cours. Vraiment, j'adorerais vraiment que ce soit cette chanson qui soit choisie. Pour rappel, Bujan, c'est Intars Bouzoulis qui avait représenté la Lettonie en 2009. Ah oui. J'étais arrivé de pipo sur cette chanson et je pense que ce serait pas vraiment un bon choix pour la Lettonie. Ce serait vraiment la chanson qui les ferait gameler et je pense que non, vous ne pas envoyer cette chanson. Arthur? Ouais, c'est ça quand même. Aminata, je pense pas que ce soit un bon choix non plus. C'est une balade un peu classique, je vois pas non plus. Sinon, ouais, ce serait peut-être Chiti Zeni ou Bermudu Disouris, mais pas plus quoi. Tu sais quoi, Cohen, j'avais prévu d'en parler de Inspo et j'ai complètement oublié. Mais effectivement, leur performance est tout simplement magnifique à Inspo. Et elle a une très très belle voix et la chanson Happy Place m'est restée dans la tête tout aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment très cool cette performance. Je les avais mis premiers de mon classement à la suite de la première écoute des chansons. Franchement, quand j'ai écouté hier soir, mais je me dis, mais si la Lettonie doit envoyer quelque chose, prendre un risque, mais c'est celle-ci. Quitte à ce que le public ne vote pas pour elle, si le jury peut trouver cette chanson, ce serait vraiment super top. En fait, j'ai les paroles dans la tête, j'ai les paroles. Do you have some cash on you so we can fly away to a happy place? Et je l'ai dans la tête depuis ce matin, c'est terrible. Ok, bah c'est bien d'avoir un petit peu d'enthousiasme concernant la Lettonie, parce que bon, ça arrive pas assez souvent. On va passer maintenant à la Slovénie, donc c'est toujours toi, Arthur, qui va nous parler cette fois-ci de la première demi-finale de l'EMA. Ouais,
J'ai l'impression qu'en fait personne voulait regarder de la Slovénie, donc j'y suis allé un petit peu en soutien Mhm. hier soir. Et j'avais pas écouté les musiques avant, donc ça a été une découverte en pleine performance. En fait, c'était surtout des extraits hein, qui étaient disponibles avant le programme. Il n'y a pas vraiment de morceaux qui étaient disponibles dans leur entièreté en ligne. Ouais, c'est vrai, je crois qu'il y a peu de morceaux qui étaient entièrement en ligne. Mais en tout cas, franchement, c'est une bonne sélection, hein, l'EMA, cette année. Mhm. Je pense. Oui, du coup, les qualifiés étaient Julie Jones avec Girls Can Sing, David Amaro avec Che Vedno s'il est pas, Mhm. Luma avec All In, donc Luma qui ont gagné. Emma Fraisse. Emma Fraisse. Emma Fraîche, je crois que c'est fraîche. Ouais, comme ça. Stella Sofia avec Two Insda, Batista Kediak avec Min Pravil et Manouche avec Zisama. Mhm. Et franchement, enfin, bon, moi je suis un peu dégoûté parce que dans mon top 5, il n'y en a que 2 qui se sont qualifiés, je crois. D'accord. Donc je suis un peu dégoûté. Je crois que je suis surtout dégoûté pour Browen et Brina avec Cass Yé. Qui était vraiment un petit coup de cœur pour moi lors de l'écoute des chansons. Mhm. En tout cas, voilà, c'est cool. Luma, j'ai beaucoup aimé même si leur performance manque vraiment quelque chose. Je trouvais que c'était un Sebi 2.0. Vraiment plus. Comment dire comme Sebi, comme ce que la Slovénie avait envoyé en 2019, Mhm. mais avec un côté plus dark, plus Zegnischer. Oui, Et j'ai pas mal aimé ça. oui. Et en tout cas, ça promet pour la suite parce que les chansons sont plutôt pas mal. Manouche, c'est vraiment l'antithèse de la chanson de l'Eurovision d'habitude. Mhm. Et j'aime beaucoup quand il y a des groupes qui se proposent comme ça, qui Oui. ont bien à eux, avec vraiment un univers assez marqué. Mhm. En tout cas, voilà. J'ai hâte de voir la deuxième demi-finale. En tout cas, la première était vraiment cool. Moi, sur du coup, les extraits disponibles que j'avais écoutés, j'avais un top 3 qui s'était clairement détaché du reste pour les 10 premiers qu'on a eu dans la première demi. Et j'ai 2 chansons de ce top 3 qui se sont qualifiées, donc je suis assez satisfait. J'avais Julie Jones dans mon top 3, Girls Can Do Anything. Je trouve que c'est très bien produit en fait comme musique, comme morceau. Ensuite, Manouche. Manouche aussi, je suis assez fan de Manouche. Si ça moi, je trouve que c'est super, pour les mêmes raisons que tu donnes. C'est pas courant et il y a une authenticité qui fait que ça ressort plus que. Enfin, ça se détache par rapport à d'autres candidats. Et c'est comme City Génie que j'ai parlé en Lettonie. Je trouve que eux, Manouche, ils s'amusent aussi sur scène et tout, et ça se voit. Ça se voit qu'ils s'éclatent et c'est vraiment cool. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la Slovénie, pardon, prochaine demi-finale la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, oui, c'est prévu pour le 12. On va maintenant passer à Malte, finalement, après avoir repoussé pendant des semaines du coup le traitement de la sélection maltaise, avec pas moins de 22 chansons cette année en compétition, hein, quand même, faut le noter. Adil, tu as fini par les écouter. Quels seraient en gros tes favoris si tu devais faire un top 5, on va dire? Ouais, mais en fait, j'ai un gros favori qui m'a un peu retenu mon attention. Ouais, C'est Aydan avec Rhythmou. ok. Bon, après, il a fait Dailaga en 2018, mais je l'ai totalement oublié. Mais il y a sorti un nouveau son que j'aimais beaucoup, que j'ai découvert grâce à Fan Contest, Narchepek de Aydan. Bon, c'est moins bon que cette dernière pour Rhythmou, mais bon, c'est le seul truc qui fasse retenir mon attention. Le reste, tout tourne la même chose, des balades sans intérêt, des trucs ringards. Donc, encore une fois, je passe mon tour à Malte. Ok. Arthur? Voilà, je me suis fait un marathon, je me suis dit, tiens, vas-y, prends sur toi, t'as rien à faire, là, t'es chez toi, vas-y, tu vas écouter les 22 chansons. mais j'avais l'impression que j'allais vomir des arcs-en-ciel après. C'est vrai, non, mais vraiment, la sélection maltaise ces derniers, c'est incroyable. C'est la sélection licorne. Ouais, non, mais c'est la sélection où tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde s'aime et tout le monde est content. Mais c'est horrible. Et du coup, j'ai seulement 2 chansons que j'ai bien aimées. À la limite, c'est
Rachel Lowell avec White Dove et Richard Edward avec Hey Little. Et à part ça, vraiment, oh là là. Je vais regarder la sélection qui est jeudi, il me semble. Je vais la regarder par dépit, Ouais. parce qu'il y aura rien d'autre. Mais sinon, c'est terrible comme sélection. Vraiment, c'est soit chanson d'amour, soit chanson de niaise. C'était terrible. Alors, bon, faut peut-être dire que parmi les millions de gens qui nous écoutent chaque semaine, il y a peut-être une petite partie de notre audience qui va se dire qu'on est peut-être particulièrement négatif pour certains pays cette semaine. Mais il y a une chose dans les situations, les circonstances pareilles qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que du coup, ça nous fait plus de chance à nous d'avoir de nouvelles fois un excellent résultat en fait, hein, si certains pays font de la merde. Donc il y a du positif. Mais bon, avec main de chance, on aura peut-être aussi une sélection éclataxe, hein. Non, nous on est toujours mieux que les autres. Ouais, mais bon, ça dépend des moments, j'ai envie de dire, hein. Allez, voilà, vu qu'on parle de polémique, on passe à l'Espagne et Arthur qui voulait faire un coup de gueule, je crois, du coup, sur les résultats du télévote du Benidorm Fest. Je suis pas le seul à faire un coup de gueule parce que quand même il y a beaucoup de fans Oui. qui ont gueulé par rapport à ça. Ouais. C'est le fait que, comme vous savez, donc, du coup je reviens à ce que je disais avec la Macédoine, c'est la très mauvaise idée des votes proportionnels. C'est-à-dire que tu prends les votes du jury. Non, là je trouve que ça pose encore plus de problème justement parce qu'ils n'ont pas converti les votes du jury. Mais en fait, tu prends les votes du public, et comme ils ont fait avec Eurovision France l'an dernier, qui est d'ailleurs un défaut que vous devrez corriger pour cette année, oui. Tu prends les votes du public et tu fais un top où tu donnes un certain nombre de points pour le premier, un certain nombre de points pour le deuxième, un certain nombre de points pour le troisième. Je suis d'accord que c'est censé faire plus égalitaire, mais ça ne respecte pas du tout les intentions des gens. Et là c'était très flagrant avec l'Espagne, parce que, accrochez-vous bien, Tank Seguras a quand même eu 70% des télévotes. Et Rigoberta, derrière, on a eu juste 18. Et se dire qu'au final, il n'y a eu que 5 points d'écart entre les deux, je trouve que c'est vraiment une honte. Et qu'on voit que Chanel a eu seulement aussi 3% des voix, enfin quasi 4% des voix, et qu'elle a eu juste 10 points de moins que Tank Seguras. Enfin, je trouve qu'il y a assez arnaque quoi, dans ce système de vote. Et je trouve que le vote proportionnel comme ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment un manque de respect total envers le public. Et je trouve que les votes du jury, enfin les télévotes devraient être proportionnels au pourcentage, oui. Pas au du jury. C'est complètement stupide de faire comme ça. Voilà, je pense que c'est un défaut qui devrait être corrigé dans plusieurs sélections, oui. Notamment en Espagne et en France, oui. Parce que ça ne ferait pas du tout. Je suis sûr que Barbara, elle a gagné avec un pourcentage de malade l'an dernier. Mais oui. Je suis un peu dépité, quoi. Après, on a aussi le côté... tu sais, c'est peut-être beaucoup moins justifié que cette version-là, mais de l'autre côté, tu as la version... regardez ce qui s'est passé avec Bilal Hassani. Avec le vote des jeunes, il a eu 75% des points, enfin je dis une bêtise, mais une très grosse marge des points de la compétition. Et en fait, j'imagine que les gens qui sont dans cette optique-là et avec cet argumentaire-là cherchent un peu plus d'équilibre dans les résultats, mais l'équilibre, c'est malsain en fait de le forcer. Non, mais je comprends totalement ce point de vue, mais au bout d'un moment, il faut respecter l'avis des gens, l'avis de ceux qui ont choisi. Si Bilal il a gagné, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait une majorité de personnes qui votaient pour lui. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens d'avoir voté pour Bilal, mais je connaissais pas du tout Bilal de ce qu'il faisait avant et tout. Et je trouve qu'en fait, le vote proportionnel, donc le télévote, en fait, c'est juste une idée de la chaîne pour que ça corresponde au vote du jury.
et qu'il fasse gagner le jury à la place du télévote. Et je trouve ça totalement irrespectueux. Dans ces cas-là, autant faire une sélection. Et puis en général, les jurés n'ont pas trop le goût selon Non. préférence. Et puis en fait, à propos public, on a vu avec ce qui s'est passé avec Bilal, mais bon, ils ont dû faire un peu comme nous avec c'est vous qui décidé la RTVE. Dans ces cas-là, autant faire une sélection interne, en fait, si tu veux favoriser le, Ah ouais, hein, vaut mieux. Hein. le vote Mais du bon, jury. si c'est pour cacher le potentiel comme la Scanto, autant faire le Benidorm. Ouais, parce que j'ai envie de dire quoi, genre il y a aussi le côté de mettre forcément des points à quelqu'un, c'est-à-dire que Gonzalo Hermida, qui est arrivé dernier du télévote avec seulement 0,76% des voix, il est quand même Et je trouve que ça c'est une manière de dire, ouais, tu vois, t'as quelques points, tu vois, c'était pas complètement nul et tout, c'est histoire de rassurer pour que ce soit pas trop dur, mais les gars, quand ils vont arriver à l'Eurovision, ils vont se taper à 0 points. Bah, Ils vont, ça va, c'est pas le junior. faut pas les ménager, en fait, c'est ça le truc. C'est une sorte d'infantilisation qui est assez énervante, quoi. Oui, Il faut les préparer à ça. je comprends très bien, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On passe maintenant à une information qui est plus une confirmation de quelque chose dont on avait parlé la semaine dernière, c'est les présentateurs qui ont été confirmés cette semaine du coup pendant le festival de San Remo. Il s'agira bien donc de Laura Pausini, Alessandro Cattelan et Mika qui présenteront le concours à Turin. Ça fait tiquer certaines personnes, le choix de Mika sur les réseaux sociaux. Notamment concernant une déclaration qu'il a faite à la radio il y a 7 ans. Bon, c'est un petit peu stupide parce que bon, il y a RTL en 2015. Hein. C'est un petit peu stupide parce que bon, en 7 ans les gens changent, les perceptions aussi, donc au bout d'un moment, enfin, faut arrêter un peu avec la débilité de la cancel culture sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment pas reluisant du tout. Et pour le coup, s'il détestait vraiment l'Eurovision, il aurait refusé quoi. Après, Alex nous a laissé un petit mot là-dessus. Il dit qu'il adore sa musique, mais qu'il est déchiré par le fait qu'il y a un côté hypocrite là-dedans, ce qui est absolument concevable. La paye aussi a pu aider à faire qu'il ait accepté. Bon, ça c'est normal. Après, il y a énormément de gens finalement qui ne présentent pas l'Eurovision, mais qui vont faire un job qu'ils n'aiment pas, mais juste pour être payés. Ça arrive aussi. Il faut pas l'oublier. Mais voilà, dans tous les cas, moi je reviens sur l'idée que s'il détestait vraiment l'Eurovision, il n'aurait tout simplement pas accepté parce que c'est du boulot quand même. Hein. Quand on présente, il faut être disponible au moins 2 semaines. Il y a des répétitions constantes. C'est énormément d'énergie, de présence, d'attention. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on fait à la volée. Quoi. Il va pas comme s'il faisait un job en tant qu'intérimaire, hein, Mika. Je pense qu'il sait très bien dans quoi il s'embarque. Donc voilà, pour une fois, Là, pour le coup, je fais le petit coup de gueule. Faut vraiment arrêter avec les déclarations des gens qui ont eu lieu des années et des années en avant parce que tout change et les gens s'adaptent, les gens apprennent, les gens se comprennent avec le temps. Et c'est quelque chose que beaucoup de fans, finalement, je trouve, dans la fandom, devraient intégrer. Il serait grand temps qu'ils le fassent. Je suis d'accord avec toi, Fred, parce qu'entre temps, notamment Mika comment dire, je crois qu'il a rencontré Lisa Angel entre temps. Et il a aussi. Mince, je crois qu'il a même encouragé, je crois, Bilal Hassani, ou je sais plus. Non, en vrai, je crois ce que j'ai vu sur Twitter, il avait fait citer les Maneskin pour avoir gagné le concours. Oui, voilà, ouais, et même un peu mentionné en 2009, Dita Voldiz, oh, t'es à l'Eurovision, toi? Bah, GG. En vrai, ce que veut dire Mika, je suis sûr, c'est que le Royaume-Uni et la France, il était dépité des chansons qu'on avait envoyées. Mais bon, les avis changent, rien de plus à dire. Il a été encore une fois victime de la désinformation des médias. Mais bon, après, j'aime beaucoup Mika de base, donc je suis sûr pas nous le décevoir. Quant à Laura Pausini, juste envie de dire bienvenue dans la famille Eurovision. En plus, ça fera plaisir à ceux qui aimaient sa musique ou même son featuring avec M. Segara. On n'oublie jamais rien, on vit avec, car le cartel en 2003-2004. Arthur. Je suis d'accord avec Alexandre sur la fin de son message où il dit que
Dans tous les cas, on peut être sûr à 100% d'une chose, les médias du monde entier lui poseront forcément la question, Oui. j'attends avec impatience sa réponse. Moi aussi, franchement, j'attends qu'une chose, Ouais, c'est qu'on me pareil. pose la question. Ça va créer un moment gênant. Ça va être très drôle. En dehors du fait que... je pense qu'il a oublié la phrase depuis, hein, mais... C'est ça, mais puis je pense qu'il va donner une réponse comme celle que je viens de, enfin comme l'explication que je viens de donner, c'est-à-dire que Oui, voilà. au bout d'un moment, c'est stupide de revenir sur les déclarations des gens qui n'ont plus de sens aujourd'hui, quoi. Ouais. Et justement, je crois que soit il va répondre ça, soit ça va être un moment très gênant. Et j'ai envie de voir ça. Mon côté, mon côté un petit peu mesquin a envie de voir ça. Du coup, on va finir avec une info qui concerne cette fois-ci l'Eurovision des jeunes musiciens, qui revient cette année, qui devrait avoir lieu en France, plus exactement à Montpellier. Arthur, je te laisse donner les détails. Enfin, pour ce qu'on Oui. sait. C'est NRK, le télédiffuseur norvégien, qui a annoncé ça. Comme quoi ça se passerait à Montpellier en juillet. On rappelle que le concours aurait dû avoir lieu à Zagreb en Croatie en 2020, mais il a été annulé. Parce qu'on parle souvent de l'annulation de l'Eurovision, mais effectivement il y a aussi l'Eurovision des jeunes musiciens qui a été annulée la même année, où il y avait notamment la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, l'Allemagne, la Grèce, Malte, la Norvège, la Pologne, la Slovénie, la Suède et l'Ukraine qui avaient prévu de participer. D'ailleurs, en parlant de Slovénie, ils ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à Montpellier, justement. Et la Norvège a annoncé aussi dans le lot une sélection nationale pour choisir leurs participants. En tout cas, moi, j'aimerais souligner quand même le fait que France TV s'investit vraiment en ce moment dans l'Eurovision, et je trouve ça incroyable qu'ils acceptent d'organiser le Eurovision. Alors pour rappel, je crois qu'ils n'ont pas participé depuis 2002. Ah ouais. Et je crois qu'on a organisé qu'une seule fois. C'était en 84, il me semble. Ah oui, ça remonte. En fait, je crois qu'il y avait l'Eurovision Young Dancers. François l'avait organisé en 99. Des jeux de bonne humeur, mais bon, après. Je crois qu'on a gagné en 92, il me semble. En 82. D'accord. On a gagné en 82 l'Eurovision des jeunes musiciens. Et vraiment, voir France TV s'impliquer autant dans l'Eurovision, je trouve ça vraiment. Ça donne vraiment espoir pour la suite. Oui. Et c'est cool, quoi. Et je rajoute aussi le fait que le Pays de Galles a annoncé qu'ils ne feraient pas leur début aussi aux jeunes musiciens cette année, et qu'ils ne reviendraient pas non plus à l'Eurovision Junior en 2021. Ah, ils n'ont vraiment pas envie en ce moment. 2022, non. Bah, je pense que par rapport à l'Eurovision Junior, je pense que c'est surtout que s'ils participent, je pense qu'ils participeront avec la BBC. Je pense qu'ils vont faire ça, mais on verra. Le futur nous dira. Il y a d'éventuelles rumeurs de retour, oui, en effet, du Royaume-Uni au junior. Ben voilà ce qu'on pouvait dire du coup pour les informations de la semaine concernant l'Eurovision dans ce 63e numéro de l'EAC Made in France. Merci d'avoir été avec nous cette semaine, Adil. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Arthur. Merci. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé ce numéro pour avoir les notifications sur tous les prochains. Et on se dit à très bientôt, la semaine prochaine, dans tous les cas, j'imagine. Du coup, pour un numéro encore tout aussi chargé de l'EAC Made in France, puisqu'on est en plein février et que c'est le cœur de la saison. Voilà, à plus, bye bye. Ciao, bonsoir. Bye bye. Bye bye.